À l'automne 1798, 17 voyageurs disparurent le long d'un tronçon de 20 milles de la Wilderness Road, dans le sud-est du Kentucky. Tous s'évanouirent sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que des chevaux abandonnés et des effets personnels épars, témoins muets d'un destin inexpliqué. Ce qui rend ces disparitions véritablement glaçantes, ce n'est pas seulement leur nombre, mais le fait que les autorités locales aient délibérément enterré chaque trace de l'enquête qui suivit. Pendant plus de 2 siècles, la vérité sur la ferme de la famille Hardin resta cachée dans des documents judiciaires scellés, jusqu'à ce qu'en 1987, la découverte d'un greffier de comté révèle le dossier le plus troublant de meurtres organisés de toute l'histoire de la frontière américaine. Les documents décrivaient une entreprise de mort si méthodique, si parfaitement déguisée en œuvre de charité chrétienne, qu'elle fonctionna pendant 8 ans sans être démasquée, avant de poursuivre l'histoire de cette ferme qui devint la première maison des horreurs du Kentucky. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications. Nous sommes sur le point de dévoiler des secrets que de puissantes familles ont tenté d'enfouir à jamais. Et dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous écoutez. Nous aimons entendre notre communauté de chercheurs de mystères. La découverte qui allait finalement exposer les crimes des Hardin ne commença pas par des cris dans la nuit, mais par un simple acte de rangement administratif dans le sous-sol poussiéreux d'un tribunal. Le sud-est du Kentucky, en 1788, était une terre coincée entre civilisation et nature sauvage, où la promesse de prospérité attirait des milliers de colons vers l'ouest, sur des sentiers montagneux périlleux. La Wilderness Road, taillée à travers le Cumberland Gap par Daniel Boone 2 décennies plus tôt, était devenue la principale artère reliant la Virginie et les Carolines aux nouvelles terres de l'Ouest. Ce sentier étroit et sinueux s'étendait sur plus de 200 milles à travers l'un des terrains les plus impitoyables d'Amérique du Nord, où un seul faux pas pouvait signifier la mort. Par le froid, les bêtes sauvages ou les innombrables prédateurs humains qui enterrent la frontière. Le long de cette route dangereuse, des dizaines de petites communautés avaient germé comme des fleurs après la pluie. Chacune représentait un phare d'espoir pour les familles en quête d'un nouveau départ. Ces colonies servaient de point d'arrêt essentiel où les voyageurs épuisés pouvaient se reposer, se ravitailler et s'informer sur les dangers à venir. Leur survie dépendait de leur capacité à offrir refuge et sécurité à ce flot constant de migrants. Le village de Millfield se trouvait à un coude crucial de la route, là où le sentier descendait des crêtes rocheuses vers la vallée fertile de Beaver Creek. Avec à peine 300 habitants, c'était le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, ou du moins, le croyait. Fondé en 1794 par un groupe de baptistes de Virginie en quête de liberté religieuse, le village reflétait leur influence dans tous les aspects de la vie communautaire. Les offices du dimanche étaient obligatoires pour tous, et le conseil municipal imposait un code moral strict régissant tout, de la consommation d'alcool aux danses publiques. Le cœur du village était la boutique générale de Hendrick, une bâtisse en rondins délabrés, servant à la fois de comptoir commercial et de tribunal officieux. Jeremiah Hendris, ancien milicien bourru ayant combattu aux côtés de Daniel Boone, dirigeait l'établissement d'une main de fer et d'un œil avisé pour le profit. On y trouvait tout ce dont un voyageur pouvait avoir besoin: poudre à canon, sel, whisky, couverture et les dernières de nouvelles venues du monde civilisé au-delà des montagnes. À proximité se dressait le Cumberland Inn, une structure à 2 étages considérée comme le summum du luxe sur la frontière. Sa propriétaire, Martha Crane, une veuve venue de Philadelphie 5 ans plus tôt, avait investi une petite fortune pour en faire la meilleure auberge entre Lexington et la frontière de Virginie. Les voyageurs y trouvaient un repas chaud, un lit propre pour 2 bits la nuit, et surtout une conversation civilisée leur rappelant la vie qu'ils avaient laissée derrière eux. Le centre spirituel de Millfield était l'église baptiste de la Nouvelle-Jérusalem,
un modeste bâtiment en bois capable d'accueillir toute la population le dimanche. Le révérend Ephraim Cole, diplômé de Harvard, avait quitté une confortable paroisse de Boston pour les missions de la frontière. Ses sermons mêlaient de la théologie traditionnelle et conseils pratiques pour survivre dans une terre impitoyable. Sa présence donnait à Millfield une légitimité qui attirait les colons de passage. Parmi les habitants les plus respectés se trouvait la famille Harden, Ézéchiel, son épouse Temperance et leurs 3 enfants adultes, Caleb, Josiah et Mercy. Arrivé au printemps 1791, ils prétendaient de fuir des raids indiens meurtriers qui avaient venu ravager leur ancien foyer en Virginie orientale. Très vite, ils devinrent des piliers de la communauté. Ézéchiel servait comme prédicateur laïque aux côtés du révérend Cole, tandis que Temperance organisait des œuvres de charité pour les familles démunies. Ézéchiel Harden était un homme qui inspirait le respect par sa seule présence. Mesurant plus d'1,80 m dont 10, aux épaules de large et à la voix grave capable de remplir l'église sans effort, il prêchait avec une ferveur telle que beaucoup juraient qu'il avait vu le ciel et l'enfer de ses propres yeux. Temperance Harden, petite femme frêle, aux cheveux prématurément gris et aux mains toujours occupées, s'était imposée comme la guérisseuse du village. Son savoir en herboristerie semblait sans limite. Fractures, fièvre, accouchements difficiles, rien ne lui échappait. Sa réputation de faiseuse de miracles médicaux s'était répandue dans tout le comté. Leurs enfants étaient considérés comme des modèles de vertu frontalière. Caleb, l'aîné, 26 ans, possédait la carrure de son père et la douceur de sa mère. Il travaillait la ferme sans relâche et aidait souvent les voisins âgés. Josiah, 24 ans, plus petit et réfléchi, faisait office d'instituteur pendant les mois d'hiver. Mercy, 22 ans, était réputée pour sa beauté et sa gentillesse, aimée de tous. La ferme des Harden s'étendait sur plus de 400 acres de riches de terre au bord de Beaver Creek, à 3 milles au sud du village. Le sol fertile produisait d'abondantes récoltes de maïs et de tabac, et le ruisseau alimentait un petit moulin à grains. Les visiteurs notaient souvent la prospérité inhabituelle du domaine. Les Harden semblaient posséder plus de richesses qu'un simple fermier n'aurait pu accumuler. La maison principale, à 2 étages, avec cheminée de pierre et fenêtres vitrées, luxe rarissime à l'époque, témoignait d'un goût raffiné. Chaises sculptées, porcelaine importée, chandeliers d'argent, livres reliés. Une grange massive abritait 50 chevaux et les dépendances comprenaient fumoir, laiterie, forge et, selon Ézéchiel, la plus grande cave du comté. Mais ce qui rendait les Harden particulièrement appréciés, c'était leur hospitalité envers les voyageurs en détresse. Sur la frontière, offrir un abri à ceux qui étaient mornus perdus ou blessés était une obligation chrétienne, mais les Harden portaient cette vertu à un niveau exceptionnel. Temperance soignait les malades ou blessés, sans jamais réclamer de paiement. Son infirmerie, installée dans une dépendance bien équipée, contenait des instruments chirurgicaux et des remèdes que peu de médecins de la frontière pouvaient se permettre. La réputation d'hospitalité de la famille s'était tellement renforcée qu'en 1798, il était devenu courant pour les voyageurs de planifier leur itinéraire en passant spécifiquement par la ferme Harden. Les guides locaux orientaient en eux régulièrement les groupes vers Beaver Creek, leur assurant que les Harden offraient des prix justes pour les provisions et un abri sûr pour la nuit. Le livre des invités de la famille, que Mercy tenait avec un soin méticuleux, recensait au fil des années des centaines de visiteurs, marchands, pasteurs, familles et aventuriers solitaires ayant trouvé refuge dans cette ferme prospère. Mais dans la dure réalité de la vie aux confins du territoire, où la mort se cachait derrière chaque arbre et où la confiance pouvait être fatale, les apparences n'étaient pas seulement trompeuses, elles pouvaient être mortelles. Le premier signe que quelque chose allait terriblement mal apparut le 13 octobre 1798, lorsqu'un marchand nommé Samuel Fletcher ne se présenta pas à Lexington comme prévu. Fletcher n'était pas un voyageur ordinaire. C'était l'un des marchands les plus expérimentés et fiables de la route des frontières,
un homme dont la ponctualité lui avait apporté richesse et réputation dans un monde où le temps faisait souvent la différence entre profit et ruine. Depuis 12 ans, il parcourait 4 fois par an la dangereuse route entre la Virginie et le Kentucky, transportant des produits manufacturés vers l'ouest et des matières premières vers l'est. Son associé, Thomas Greeley, le connaissait intimement. Fletcher ne déviait jamais de son itinéraire sans prévenir, et il n'aurait jamais pris de risque inutile pouvant compromettre sa précieuse cargaison. Lorsque Greeley resta sans nouvelles pendant 5 jours, 2 de plus que le délai prévu, il comprit qu'un désastre s'était produit. À l'aube du 18 octobre, il se mit à remonter la route connue de Fletcher depuis Lexington, interrogeant aubergistes, commerçants et fermiers en chemin. Tous confirmèrent que Fletcher était bien passé, à l'heure prévue. La piste resta claire jusqu'à la région de Millfield, où le marchand semblait s'être tout simplement volatilisé. La découverte de son cheval eut lieu à midi, le 2e jour des recherches. Une jument baie, reconnaissable, broutant calmement près de Miller's Creek. Elle portait encore sa selle, mais n'était ni blessée ni effrayée. Elle paraissait bien nourrie et soignée, comme si elle avait été relâchée volontairement. Le plus troublant était que la bride du cheval avait été soigneusement accrochée à une branche voisine, signe évident d'une intervention humaine. Les sacoches de Fletcher étaient intactes. Elles contenaient ses marchandises et une bourse en cuir renfermant près de $50 en pièces d'argent. Une petite fortune représentant des mois de travail dangereux. La présence de cet argent excluait l'hypothèse d'un simple vol, cause la plus fréquente des disparitions sur la frontière. Pire encore, les effets personnels du marchand étaient éparpillés en ligne droite depuis la route jusqu'à la forêt, comme s'il avait été forcé de les laisser tomber un à un, en étant traîné loin de son cheval. Le constable local, Jacob Winters, un ancien sergent de l'armée continentale, ayant servi sous Anthony Wayne, était l'homme idéal pour une telle enquête, expérimenté, méthodique et endurci à la violence des confins. Il savait que les explications les plus évidentes étaient omis souvent les plus fausses, et la disparition de Fletcher lui paraissait tout sauf ordinaire. Winters forma une équipe de recherche en quelques heures, rassemblant 12 des hommes les plus compétents de Millfield. Parmi eux se trouvait Henrik Johansson, un immigré suédois au talent de pisteur digne des Indiens locaux, et Benjamin Stokes, un ancien chasseur de primes connaissant chaque cachette dans un rayon de 80 km. Ce qu'ils découvrirent défiait toute logique. La piste de Fletcher menait clairement vers la ferme Arden, marquée de lambeaux de tissu accrochés aux ronces et de quelques gouttes de sang séchées. Tout indiquait que le marchand, blessé mais vivant, avait quitté la route de force, entraîné dans la forêt par des ravisseurs. Mais à la limite exacte de la propriété des Arden, toute trace s'interrompait net. Les chercheurs inspectèrent le sol pendant des heures. Aucun signe de lutte, aucun sol remué, aucune goutte de sang. C'était comme si Samuel Fletcher avait été soulevé de terre par des mains invisibles et emporté dans les airs. Même Johansson dut admettre son impuissance devant l'absence totale d'indices. Interrogé par Winters, Ezekiel Harden répondit avec une politesse coopérative, mais son ton semblait étrangement préparé. Oui, Fletcher s'était arrêté à la ferme le 13 octobre, juste avant le coucher du soleil, demandant un raccourci pour gagner une journée sur la route de Lexington. Ezekiel lui avait déconseillé de prendre un sentier inconnu, surtout avec une cargaison précieuse et le mauvais temps approchant, mais Fletcher avait insisté. Le marchand, disait-il, paraissait nerveux et pressé, vérifiant sans cesse ses sacoches et jetant des regards derrière lui, comme s'il craignait d'être suivi. Il aurait mentionné avoir aperçu des hommes étranges sur sa route depuis la Virginie, mais refusa de rester à la ferme. Toute la famille Arden confirma cette version mot pour mot, même les plus petits détails. Temperance se souvenait que le marchand s'était plaint de maux d'estomac et qu'elle lui avait offert un flacon de sa médecine à base d'herbes. Caleb, l'un des fils, avait proposé de l'accompagner jusqu'au sentier de la crête, mais Fletcher avait refusé. Une telle cohérence aurait dû rassurer Winters. Au contraire, elle éveilla ses soupçons. Trop parfaite, trop bien répétée,
Les vrais témoins, savait-il, se contredisent de toujours sur des détails mineurs. Et plus il observait la ferme, plus quelque chose clochait. Un nouveau fumoir de pierre, anormalement massif, de la terre fraîchement retournée autour des dépendances, et surtout une cave à légumes récemment agrandie, soutenue par des poutres neuves et assez grandes pour qu'un chariot puisse y entrer. Ézéchiel expliqua que la bonne récolte de l'année leur avait permis d'améliorer leurs installations. L'argument semblait logique, mais Winter sentait qu'il pesait chaque mot avec trop de précaution. L'atmosphère même de la maison avait changé. La célèbre hospitalité des Harden paraissait forcée. Temperance tremblait en servant le café. Mercy jetait sans cesse des regards à son père, et les deux fils, d'ordinaire si vifs, semblaient tendus et silencieux. Mais sans preuve tangible, Winters ne pouvait rien faire. Le dossier fut classé comme un probable vol de grand chemin ou une attaque indienne. Le nom de Samuel Fletcher s'ajouta simplement à la longue liste des disparus de la frontière, prise inévitable de l'expansion vers l'ouest. Le cheval du marchand fut vendu aux enchères pour couvrir ses dettes, et en moins d'un mois, Samuel Fletcher ne subsistait plus que dans les souvenirs de ceux qui l'avaient reconnu. Pourtant, sa disparition ne fut que le début d'un schéma terrifiant qui allait plonger la route des pionniers dans la peur pendant les 8 mois suivants, transformant une communauté agricole prospère en un lieu où les voyageurs murmuraient des avertissements et où les parents gardaient leurs enfants à la maison dès la tombée de la nuit. Tout au long de l'hiver 1798 et jusqu'au printemps 1799, les disparitions se poursuivirent avec une régularité glaçante, défiant toute explication rationnelle. Toutes les 2 ou 3 semaines, un autre voyageur s'évanouissait sans laisser de traces le long du même tronçon de route, créant une zone de terreur, s'étendant sur près de 30 kilomètres, autour de Millfield. Les victimes variaient considérablement par l'âge, la richesse et les circonstances de voyage. Des marchands solitaires comme Fletcher, de petites familles, voire des groupes lourdement armés voyageant ensemble pour leur sécurité. Ce qui les unissait, c'était leur disparition totale et le fait que chacun avait été vu pour la dernière fois en direction de la ferme Harden ou demandant leur chemin pour s'y rendre avant de s'évanouir dans la nature. Le docteur Marcus Cromwell disparut en novembre, alors qu'il voyageait de Richmond vers Louisville pour y fonder un cabinet médical. Âgé de 43 ans, le médecin transportait toute sa vie de travail sous forme d'instruments chirurgicaux, de livres et de fournitures d'une valeur de plus de $300, fruit d'années d'économie et de préparation. Sa charrette fut retrouvée renversée près de Devil's Fork, à environ 5 kilomètres de la ferme Harden, son contenu éparpillé mais intact. Les autorités locales supposèrent que Cromwell avait été projeté de son siège lors d'un accident et s'était égaré dans la nature, mourant d'épuisement ou d'exposition. L'explication paraissait plausible jusqu'à ce que les chercheurs découvrent que sa sacoche médicale avait disparu. Ce sac en cuir contenait des instruments d'une qualité exceptionnelle, une scie à os et un kit d'amputation d'une valeur inestimable pour quiconque souhaitait pratiquer la médecine sur la frontière. Aucun animal sauvage n'aurait emporté de tels objets, et des voleurs ordinaires se seraient plutôt intéressés aux pièces de monnaie et marchandises restées sur place. La famille Henley disparut en décembre, au cœur d'une des pires tempêtes de neige dont on ait souvenir. Jonathan Henley, son épouse Elizabeth et leurs 2 jeunes enfants cherchaient un abri lorsque leur charrette resta bloquée à un demi-kilomètre à peine de la ferme Harden. Selon le récit ultérieur d'Ézéchiel Harden, la famille n'avait jamais atteint sa propriété, probablement perdue dans la tempête et morte de froid dans la nature. Leurs corps ne furent jamais retrouvés, malgré d'intenses recherches après l'accalmie. Ce qui rendait cette affaire particulièrement troublante, c'était la découverte de leur charrette 1 semaine plus tard, sortie du banc de neige, tirée sur le bas-côté, débarrassée de la neige et fouillée. Les vêtements et effets personnels de la famille avaient disparu, mais leurs outils et vivres étaient restés intacts.
Le plus étrange, c'étaient les traces autour du véhicule. Plusieurs personnes semblaient avoir travaillé ensemble pour le dégager. Un effort long et risqué dans de telles conditions. En janvier, ce fut au tour du révérend Nathan Cross de disparaître, un prédicateur itinérant transportant des dons pour la construction d'une église à Francfort. Connu dans toute la région pour ses sermons enflammés et son courage, l'homme de 50 ans avait survécu à des attaques d'Indiens, à des bandits et à d'innombrables dangers naturels pendant 15 ans de ministère. Sa disparition choqua les communautés qui le croyaient indestructible. Son cheval fut retrouvé 3 jours plus tard, les sacoches encore pleines des $200 de dons ecclésiastiques. La présence de l'argent excluait le vol comme mobile, mais soulevait une question inquiétante. Quel genre de menace avait pu vaincre un homme aussi expérimenté? Les autorités conclurent finalement que Cross avait succombé à une crise cardiaque ou à un accident cérébral, tombant de cheval et mourant quelque part dans l'immensité sauvage. Pourtant, chaque disparition suivait le même schéma. Chevaux retrouvés broutant librement ou attachés à un arbre, effets personnels éparpillés comme après une lutte, et une piste menant invariablement vers la propriété Harden avant de disparaître totalement. Interrogée à maintes reprises par les autorités de plus en plus méfiantes, la famille Harden offrait toujours des explications plausibles, impossibles à réfuter. Oui, ils avaient vu certains voyageurs, mais seulement brièvement. Chacun avait été averti des dangers. Mauvais temps, terrain difficile, bandits, avant de poursuivre sa route malgré leurs conseils bienveillants. Dans plusieurs cas, les Harden avaient proposé nourriture, abri ou escorte, mais les voyageurs avaient décliné, pressés par leur emploi du temps. Le constable Winters se retrouva piégé dans une impasse croissante. Les Harden comptaient parmi les familles les plus respectées du comté. Leur réputation de charité et de vertu chrétienne était irréprochable. Les sermons d'Ézéchiel attiraient les foules. Sa ferveur impressionnait même des pasteurs instruits comme le révérend Cole. Les talents médicaux de Temperance avaient sauvé des dizaines de vies durant l'épidémie de fièvre de l'été précédent, lui valant une réputation quasi sainte. Accuser une telle famille, sans preuve irréfutable, aurait été un suicide professionnel et social. De plus, les explications d'Ézéchiel, bien que commodes, restaient crédibles. La route des pionniers était réellement dangereuse, infestée de bandits, d'Indiens hostiles, de tempêtes et de bêtes sauvages. Des dizaines de voyageurs disparaissaient chaque année dans des circonstances moins mystérieuses encore. Ce qui rendait ce cas singulier, c'étaient les chiffres. Trop de disparitions, trop proches, toutes autour de la même ferme. Mais les statistiques ne valaient rien dans un monde où seule la preuve comptait, et la preuve semblait s'évaporer dès qu'on approchait de la propriété Harden. La famille accueillait les fouilles avec empressement, répondait aux questions avec franchise et participait même aux battues pour retrouver les disparus. Leur coopération était si complète qu'elle en devenait presque moqueuse aux yeux du constable, de plus en plus frustré. La première fissure dans la façade parfaite des Harden vint d'une source inattendue. Timothy Voran, 9 ans, vivait à 2 miles à l'est de la ferme Harden. Enfant curieux et imaginatif, il passait ses journées à explorer les bois, revenant souvent avec des récits fantastiques d'animaux et de merveilles naturelles. En mars 1789, il aborda le constable Winters avec une histoire qui, d'abord, semblait n'être qu'une invention de plus. Le garçon affirma avoir entendu des cris provenant de la direction de la ferme Harden alors qu'il explorait les environs de Beaver Creek. Mais ce n'étaient pas des cris ordinaires, ni disputes, ni accidents, ni douleurs d'accouchement. C'étaient les hurlements prolongés, désespérés, d'une personne en proie à une terreur mortelle, des cris montants et descendants, porteurs d'une souffrance à la fois physique et psychologique. Selon Timothy, il avait entendu ces sons à au moins 5 reprises durant l'hiver, toujours au cœur de la nuit, quand les braves gens dorment. Les hurlements duraient des heures, parfois accompagnés d'autres bruits mystérieux, un martèlement rythmique, le grincement de poulies ou de cordes, et parfois des voix multiples psalmodiant à l'unisson. Les sons se terminaient
toujours brusquement, suivi d'un silence si complet que Timothy se demandait s'il n'avait pas imaginé tout l'épisode. Lorsque Winters interrogea les parents du garçon, ils reconnurent avoir eux aussi entendu des bruits étranges, mais les avaient écartés comme des phénomènes naturels, fréquents dans la vie de frontière. Peut-être des cris d'animaux déformés par le vent et la distance, ou les sons de prédateurs nocturnes chassant dans la nature sauvage. Après tout, les Harden étaient mis de bons chrétiens, des gens respectables qui n'avaient même jamais donné la moindre raison de suspicion. Quelle explication pouvait-il y avoir à des hurlements nocturnes provenant d'une famille si honorable? Le récit de Timothy aurait pu être rejeté comme une imagination d'enfant ou une mauvaise interprétation de son naturel, s'il n'y avait pas eu un détail qui donna au constable Winters un sérieux motif de réflexion. Lorsqu'on lui demanda des précisions, le garçon put décrire avec exactitude les dates approximatives où il avait entendu ces cris, et chacune correspondait exactement à la période estimée de la disparition d'un voyageur. La corrélation était trop précise pour être une coïncidence, trop constante pour être attribuée au hasard. Armé du témoignage troublant de Timothy Vaughn, le constable Winters commença à monter un dossier contre la famille Harden, avec la patience méthodique d'un homme conscient que des accusations visant de si éminents citoyens exigeraient des preuves irréfutables. Il commença par interroger discrètement d'autres voisins vivant à portée d'oreille à Sun de la ferme, posant des questions soigneusement formulées pour ne pas révéler ses soupçons grandissants, ni alerter les Harden de son enquête. De ces enquêtes discrètes émergea un schéma inquiétant de petites incohérences et de phénomènes inexpliqués, qui avaient été négligés, rejetés ou rationalisés par des gens faisant davantage confiance à la réputation de la famille qu'à leurs propres observations. Chaque élément de preuve pris individuellement semblait mineur, mais ensemble, ils formaient un tableau qui glaça le sang de Winters. Sarah Mitchell, dont la petite ferme était la plus proche de la propriété des Harden, se souvenait de plusieurs nuits où elle avait observé une activité inhabituelle dans leur domaine, des lanternes se déplaçant entre les bâtiments à des heures où les gens respectables devraient dormir, et des bruits de creusement et de lourds travaux qui semblaient se poursuivre jusqu'à l'aube. Quand elle avait évoqué ses observations avec Temperance Harden après les offices du dimanche, la femme lui avait donné une explication raisonnable. La famille effectuait d'importants travaux d'amélioration de leur cave à légumes et d'autres installations de stockage, et préférait travailler pendant les heures fraîches de la nuit plutôt que de gaspiller la précieuse lumière du jour nécessaire aux travaux des champs. Cette explication avait satisfait Sarah à l'époque, mais avec le recul, elle réalisa que ces travaux nocturnes s'étaient prolongés pendant des mois, bien plus longtemps que ne l'aurait exigé n'importe quel projet de construction raisonnable. De plus, elle n'avait jamais vu de traces de la grande quantité de terre excavée qu'un tel creusement aurait dû produire. Sous la pression de Winters pour obtenir plus de détails, Sarah admit que les bruits de lui s'accompagnaient souvent de ce qui ressemblait à des voix étouffées et parfois à des gémissements de douleur ou de détresse. Le vieux Henrik Johansson, dont la ferme bordait la propriété des Harden au nord, rapporta des découvertes encore plus troublantes. Cet immigrant suédois, célèbre dans tout le comté pour ses talents de pisteur et de chasseur, avait découvert des ossements d'animaux éparpillés le long de la clôture commune. Pas les restes habituels de bétail abattu, mais des os fendus, rongés et traités d'une manière qui suggérait quelque chose de bien plus sinistre que de simples activités agricoles. Les os comprenaient des crânes et de longs os de chevaux, de bovins et de porcs, mais aussi de plus petits fragments que Johansson n'avait pu identifier malgré sa grande connaissance de la faune locale. Plus inquiétante encore, certains os portaient des traces indiquant qu'ils avaient été délibérément brisés à l'aide d'outils, tandis que d'autres montraient des marques de scie, évoquant un démembrement systématique plutôt qu'une décomposition naturelle ou une attaque de prédateurs. Quand Johansson aborda Ézéchiel au sujet de ces dépôts d'ossements mystérieux, le patriarche lui donna une explication plausible
mais étrangement insatisfaisante. Cet hiver-là, les animaux sauvages avaient été particulièrement nombreux, obligeant la famille à se débarrasser de plusieurs carcasses de bétail malades en dispersant les restes dans les bois. Les fragments d'os n'étaient, selon lui, que le résultat du travail des charognards et des intempéries décomposant ces carcasses au fil du temps. Mais l'œil exercé de Johanson avait remarqué des détails contredisant cette version innocente. Les os étaient trop propres, trop systématiquement traités et trop largement dispersés pour résulter d'une décomposition naturelle. De plus, beaucoup de fragments montraient malgré des signes d'avoir été bouillis ou autrement chauffés, ce qui suggérait un traitement délibéré plutôt qu'un simple rejet d'animaux malades. Plus révélateur encore, plusieurs voisins rapportèrent des changements frappants dans le comportement et l'attitude de la famille Harden au cours de l'année écoulée. Les enfants, autrefois sociables et ouverts, étaient devenus renfermés et secrets, évitant les rassemblements sociaux et ne parlant que lorsqu'on s'adressait directement à eux. Caleb et Josiah, auparavant populaires auprès des jeunes de leur âge, semblaient désormais nerveux et distraits en public, comme s'ils étaient perpétuellement absorbés par des préoccupations intérieures. La transformation de Mercy Harden était particulièrement marquante. La jeune femme, autrefois considérée comme l'une des plus belles et vivantes du comté, paraissait désormais épuisée et prématurément vieillie, son visage portant une expression hantée qui mettait les gens mal à l'aise. Elle avait cessé d'assister aux événements sociaux, et lorsqu'elle apparaissait en public, elle semblait se recroqueviller à l'idée du contact humain, comme si elle craignait de révéler un terrible secret. Même les sermons d'Ézéchiel avaient pris un ton plus sombre au cours des derniers mois, s'attardant avec obsession sur les thèmes du jugement divin, du châtiment des pécheurs et de la nécessité d'éradiquer le mal du monde. Là où sa prédication mettait autrefois l'accent sur l'amour et la miséricorde de Dieu, elle se concentrait désormais presque exclusivement sur la colère et la rétribution. Plusieurs membres de l'Église avaient exprimé en privé leur inquiétude face aux images de plus en plus violentes dans ces interprétations bibliques. Le constable Winters découvrit également des lacunes troublantes dans l'histoire familiale des Harden, soulevant de sérieuses questions sur leur véritable identité et leurs origines. Bien qu'ils prétendissent être des réfugiés de raids indiens en Virginie orientale, personne n'avait pu vérifier leur précédente résidence ni confirmer les attaques précises qui les auraient soi-disant poussés vers l'ouest. Les recherches de Winters auprès des autorités de Virginie n'avaient produit aucun document mentionnant une famille Harden victime de violences indiennes, à l'époque indiquée. De plus, l'arrivée de la famille dans le Kentucky semblait marquer le début de leur existence documentée, comme si les Harden étaient apparus de nulle part au printemps 1791. Ils ne possédaient aucune lettre de parents, aucun registre d'affaires antérieur, aucun effet personnel datant d'avant leur apparition à Millfield. Pour une famille prétendant avoir tout perdu lors de raids indiens, ils étaient arrivés au Kentucky avec des ressources financières considérables et une impressionnante collection d'objets domestiques. L'enquête du constable prit un tournant inattendu et alarmant en avril 1799, lorsqu'un colporteur nommé Isaac Brewster arriva à Millfield avec des informations transformant le soupçon en quasi-certitude. Brewster était une figure bien connue de la frontière, un homme dont le commerce l'obligeait à voyager constamment entre les colonies et qui possédait une connaissance encyclopédique des événements et des personnages de la région. Il avait passé l'hiver précédent dans l'est du Tennessee, où il avait entendu des histoires troublantes sur une série de disparitions qui avaient frappé la vallée de la rivière Holston entre 1789 et 1791. Selon les récits locaux, au moins 15 voyageurs avaient disparu le long d'un tronçon isolé de route, près d'une ferme prospère, exploitée par une famille nommée Harper, Zachariah Harper, sa femme Prudence et leurs 3 enfants adultes. Les similitudes entre les disparitions du Tennessee et les cas actuels du Kentucky étaient si frappantes qu'elles ne pouvaient être une simple coïncidence. Le schéma était identique. Des voyageurs étaient vus,
se dirigeant vers la propriété des Harper, puis disparaissait sans laisser d'autres traces que quelques effets personnels éparpillés et des chevaux abandonnés. Les autorités locales avaient soupçonné la famille, mais n'avaient jamais pu prouver leur implication, freinée par le même manque de preuves matérielles qui entravait actuellement l'enquête de Winters. Plus glaçantes encore furent-elles les descriptions que Brewster fit de la famille Harper elle-même. Zachariah était un prédicateur laïque, connu pour ses sermons puissants et ses œuvres de charité, tandis que Prudence était respectée dans toute la région pour ses dons exceptionnels de guérisseuse. Ils étaient arrivés dans la vallée en prétendant être des réfugiés de raids indiens, sans aucune histoire vérifiable avant leur apparition soudaine. La famille était connue pour son hospitalité envers les voyageurs et avait bâti une réputation de pilier de leur communauté. Lorsque Brewster décrivit l'apparence physique de la famille Harper, Winter sentit son sang se transformer en glace. Zachariah Harper était un homme grand et imposant, aux cheveux prématurément gris et au regard perçant. Prudence était petite et délicate, avec des mains habiles et une vaste connaissance des herbes médicinales. Leurs enfants correspondaient en âge et en description à Caleb, Josiah et Mercy Arden, au point qu'ils auraient pu être les mêmes personnes. Le plus accablant, c'est que la famille Harper avait disparu du jour au lendemain, au printemps 1791, abandonnant leur ferme et disparaissant sans explication, juste au moment où les soupçons concernant les disparitions commençaient à se concentrer sur leur propriété. Les voisins avaient trouvé la ferme déserte, avec des signes de départ précipités et de destruction délibérée. Les bâtiments avaient été partiellement incendiés, les puits sont remplis de pierres et de débris, et toute la ferme montrait des preuves d'élimination systématique de tout ce qui aurait pu fournir des indices sur la véritable identité ou les activités de la famille. Lorsque les autorités du Tennessee avaient finalement obtenu des mandats pour perquisitionner la propriété abandonnée des Harper, elles avaient fait des découvertes qui hantaient encore les enquêteurs ayant participé. Dissimulés dans les bois entourant la ferme, se trouvaient des dizaines de tombes peu profondes contenant les restes d'animaux et d'humains. Les restes humains comprenaient des effets personnels appartenant à plusieurs des voyageurs disparus, créant une preuve indéniable que la famille Harper était responsable de multiples meurtres. Mais à ce moment-là, les tueurs avaient complètement disparu, ne laissant derrière eux que leurs crimes et le mystère de leur véritable identité. Une chasse à l'homme de 6 mois n'avait trouvé aucune trace de la famille Harper, et l'affaire avait finalement été classée avec l'hypothèse qu'ils étaient soit morts dans la nature sauvage, soit partis vers des territoires échappant à la loi américaine. Les révélations de Brewster avaient des implications stupéfiantes et terrifiantes. Si son récit était exact, la famille Arden n'était pas simplement des criminels locaux ayant commis quelques meurtres opportunistes. Ils étaient des tueurs en série expérimentés qui avaient perfectionné leur méthode au fil des années, se déplaçant de région en région lorsque les soupçons devenaient trop forts et laissant derrière eux une traînée de cadavres s'étendant sur plusieurs États. Pire encore, leur opération actuelle dans le Kentucky semblait beaucoup plus sophistiquée et réussie que leurs activités précédentes au Tennessee. Ils avaient appris de leurs erreurs, développé de meilleures méthodes pour se débarrasser des preuves et créé une identité de couverture plus convaincante qui leur permettait d'opérer incognito pendant 8 ans. Le nombre de victimes dans le Kentucky dépassait probablement largement celui du Tennessee, représentant l'une des séries de meurtres les plus étendues de l'histoire criminelle américaine. Le poids du témoignage d'Isaac Brewster écrasait le constable Winters comme un fardeau physique, mais il savait que, aussi convaincantes que soient les preuves, elles ne suffiraient pas à obtenir des condamnations contre la famille Arden devant un tribunal. La justice sur la frontière avançait lentement et les juges exigeaient des preuves matérielles irréfutables avant d'autoriser des arrestations susceptibles de détruire des vies innocentes et de déchirer des communautés établies. Le constable
avait besoin de preuves capables de résister à l'examen minutieux, d'avocats sceptiques et de jurys méfiants, des preuves qu'on ne pourrait pas écarter ou attribuer à une coïncidence. La percée qu'il attendait désespérément vint de la dernière source à laquelle il s'attendait, Mercy Arden elle-même. Dans la nuit du 22 mai 1799, la jeune femme de 22 ans apparut à la cabane de Winters comme un fantôme se matérialisant dans l'obscurité, le visage couvert de larmes et les mains tremblantes de terreur à peine contrôlées. Ce qu'elle lui raconta durant les 3 heures suivantes allait enfin révéler l'horreur totale de ce qui se passait à la ferme Arden et fournir les preuves nécessaires pour traduire en justice la famille de tueurs la plus notoire du Kentucky. Selon la confession dévastatrice de Mercy, sa famille avait systématiquement assassiné des voyageurs pendant plus de 8 ans, commençant seulement quelques mois après leur arrivée dans le Kentucky. Mais ce qui rendait son témoignage vraiment terrifiant n'était pas seulement l'ampleur de leurs crimes, mais la manière méthodique, presque rituelle, dont les meurtres avaient été planifiés et exécutés. L'opération meurtrière, telle que Mercy la décrivait, était bien plus sophistiquée que ce que Winters aurait pu imaginer. Son père Ézéchiel avait convaincu la famille qu'ils accomplissaient l'œuvre de Dieu en éliminant ce qu'il appelait les âmes indignes voyageant sur les routes de la frontière. Les meurtres n'étaient pas des actes de violence aléatoires motivés par la cupidité ou l'opportunité, mais des exécutions soigneusement planifiées, servant à la fois ce qu'Ézéchiel prétendait être la justice divine et les besoins matériels de plus en plus élaborés de la famille. Le processus commençait par ce que la famille appelait l'évaluation. Lorsque des cibles prometteuses approchèrent de la ferme, des voyageurs possédant des biens précieux, de l'argent ou des compétences convoitées par la famille, Ézéchiel engageait avec eux une conversation apparemment innocente, destinée à évaluer leur caractère moral. Il posait des questions sur les raisons de leur voyage, leur famille, leurs affaires et leurs croyances religieuses, tout en se présentant comme un voisin chrétien, préoccupé par leur sécurité. À partir de ces conversations, Ézéchiel déterminait si chaque voyageur méritait ce qu'il appelait le jugement. Les riches étaient automatiquement coupables de cupidité et de matérialisme. Les personnes instruites étaient condamnées pour orgueil et arrogance intellectuelle. Les familles, voyageant avec de jeunes enfants, étaient accusées de mettre imprudemment des vies innocentes en danger. Même les ministres et missionnaires pouvaient être jugés coupables de fausse piété ou d'erreurs doctrinales qui les qualifiaient d'hérétiques méritant la mort. Une fois qu'Ézéchiel avait prononcé son verdict secret, la famille passait à l'action avec la précision d'une opération militaire. Ils invitaient dans les voyageurs condamnés à passer la nuit, invoquant des préoccupations pour leur sécurité sur des routes dangereuses ou offrant de l'aide pour réparer des wagons ou des équipements. La réputation d'hospitalité de la famille rendait ces invitations presque impossibles à refuser, surtout par mauvais temps, ou lorsque les voyageurs avaient réellement besoin d'aide. Les visiteurs condamnés étaient accueillis dans la maison principale et traités avec ce qui semblait être une véritable hospitalité de la frontière. Temperance préparait des repas élaborés, mettant en valeur ses talents culinaires, tandis que les enfants divertissaient les invités avec de la musique, des conversations et des démonstrations de leur éducation et raffinement. La soirée se terminait par des prières familiales dirigées par Ézéchiel, dont la voix puissante et la connaissance biblique impressionnaient même les visiteurs les plus sceptiques. Mais le dernier service de chaque repas contenait un mélange soigneusement préparé d'herbes que Temperance avait perfectionné au fil des années. Le cocktail était pratiquement indétectable lorsqu'il était mélangé à un café fort ou du whisky, produisant des effets imitant la fatigue naturelle après une longue journée de voyage. Les victimes devenaient progressivement somnolentes et désorientées, acceptant la suggestion de la famille de se retirer tôt pour récupérer leurs forces pour le voyage du lendemain. Les voyageurs drogués se réveillaient ligotés et impuissants dans les chambres souterraines de la ferme, un réseau complexe de salles et de tunnels
creusé bien au-delà de ce qu'un simple vendeur de racines aurait pu nécessiter. Selon la description terrifiée de Mercy, le complexe souterrain s'étendait sur près de 200 mètres depuis la maison principale, avec plusieurs niveaux reliés par des escaliers en pierre et des échelles en bois. La plus grande chambre servait de ce qu'Ézéchiel appelait son tribunal, une parodie grotesque de procédure légale, avec un banc de juge improvisé taillé dans le calcaire, des chaînes de fer incrustées dans les murs en pierre, et des symboles religieux pervertis en instruments de terreur. Là, Ézéchiel présidait des procès formels, déterminant le sort final de chaque captif, présentant des preuves de leur prétendu péché et prononçant des verdicts déjà prédéterminés avant même le début des procédures. Mais ces procès n'étaient pas de simples spectacles sadiques, ils servaient un objectif pratique dans la psychologie tordue de la famille. En présentant les meurtres comme des actes de justice divine plutôt que comme de simples crimes, Ézéchiel avait créé un système de croyance permettant à sa famille de commettre des atrocités tout en maintenant leur image d'eux-mêmes comme chrétiens justes. Chaque meurtre devenait un devoir religieux. Chaque victime, un sacrifice offert pour purifier la frontière des âmes indignes. Les sentences prononcées dans le tribunal souterrain d'Ézéchiel variaient selon son évaluation des péchés de chaque victime et les besoins actuels de la famille. Certains prisonniers étaient maintenus en vie pendant des semaines, voire des mois, forcés d'utiliser leurs compétences au profit de la famille avant d'être exécutés. Le docteur Cromwell, le médecin disparu en novembre, avait été contraint d'enseigner à Temperance des techniques chirurgicales avancées avant sa mort. Le révérend Cross avait été obligé de rédiger des sermons qu'Ézéchiel prononçait ensuite comme si c'étaient les siens, améliorant ainsi sa réputation de savant biblique. D'autres faisaient face à une exécution immédiate, généralement selon des méthodes qu'Ézéchiel prétendait sanctionnées par la Bible. La pendaison était réservée aux voleurs et aux bandits, tandis que la noyade dans les systèmes souterrains était le sort réservé à ceux coupables d'orgueil ou de blasphème. Les exécutions les plus élaborées étaient réservées à ceux qu'Ézéchiel jugeait les plus mauvais, catégorie comprenant les marchands riches, les fonctionnaires et toute personne ayant montré du scepticisme envers la religion de la frontière. Alors que l'on croyait avoir tout vu, l'horreur dans le Kentucky s'intensifiait. Si cette histoire vous glace le sang, partagez cette vidéo avec un ami qui aime les mystères sombres. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite. Le témoignage de Mercy révélait la nature systématique des crimes de la famille dans des détails terrifiants. Chaque membre se voyait assigner des rôles précis dans les meurtres et la couverture élaborée qui suivait. Caleb et Josiah servirent de force musculaire à l'opération, responsables de capturer les victimes, d'entretenir le complexe souterrain et d'évacuer les corps via un système de grottes calcaires reliant les parties les plus profondes des chambres excavées. Leur taille et leur force en faisaient d'eux des candidats idéaux pour les exigences physiques de déplacer des prisonniers inconscients et de lourdes charges de terre et de pierre. Mercy elle-même avait été contrainte de tenir les registres de la famille, consignant avec précision chaque identité de victime, ses possessions et le mode d'élimination. Son écriture soignée remplissait des dizaines de carnets avec des informations semblables à un inventaire de marchands, sauf que les marchandises cataloguées étaient des vies humaines et que les transactions étaient des meurtres. Chaque entrée comprenait le nom de la victime, son âge, son apparence, sa richesse estimée et ses effets personnels, ainsi que des notes sur ses derniers mots et son comportement pendant sa captivité. Le rôle de Temperance était peut-être le plus crucial pour le succès de l'opération. En plus de préparer les drogues qui neutralisaient les victimes, elle servait d'experte médicale de la famille, maintenant les prisonniers en vie lorsque leurs compétences étaient nécessaires, et veillant à ce que les exécutions se déroulent sans complications susceptibles de créer des preuves. Sa connaissance de l'anatomie, acquise au fil des années de pratique médicale sur la frontière,
avait été pervertie en expertise pour la torture et le meurtre. Le plus terrifiant, c'était que Temperance avait mis au point ce qu'elle appelait des traitements pour les prisonniers récalcitrants ou tentant de s'échapper. Ces châtiments visaient à briser la volonté sans provoquer la mort, en utilisant des techniques combinant ses connaissances médicales et la torture psychologique. Les prisonniers, refusant de se conformer aux exigences de la famille, étaient soumis à des doses calculées de douleur et de terreur, jusqu'à devenir complètement soumis. Le succès de la famille, pour échapper à la détection, reposait sur plus que la simple planification. Il nécessitait un système élaboré d'élimination et de tromperie qui supprimait toutes les preuves de leurs crimes. Les corps n'étaient jamais enterrés sur la propriété elle-même, mais transportés par le système de grottes vers des cavernes calcaires, isolées situées à plusieurs kilomètres de la ferme. Ces cavernes naturelles offraient des conditions parfaites pour la décomposition, et leur éloignement rendait la découverte pratiquement impossible. Les effets personnels étaient triés avec l'efficacité de marchands expérimentés. Les objets de valeur, l'argent, les bijoux, les armes fines et les outils étaient soit conservés par la famille, soit vendus sur des marchés éloignés où ils ne pouvaient être reliés à des personnes disparues. Les objets moins précieux étaient soigneusement dispersés le long des routes de la région, créant de fausses pistes suggérant des vols ou des attaques d'Indiens. Même les vêtements des victimes étaient traités systématiquement. Les pièces utiles étaient conservées pour l'usage de la famille, tandis que les objets distinctifs étaient montés et détruits pour empêcher l'identification. Les chevaux représentaient un défi particulier, car ils étaient à la fois précieux et facilement reconnaissables par ceux qui connaissaient les victimes. La famille avait développé des relations avec des marchands de chevaux peu scrupuleux dans des comtés éloignés qui ne posaient aucune question sur l'origine des animaux. En vendant les chevaux, loin du lieu de disparition de leurs propriétaires, les Harden créaient de fausses pistes supplémentaires qui confondaient davantage les enquêtes. Mais l'aspect le plus ingénieux de leur tromperie était la manière dont ils utilisaient leurs activités charitables pour détourner les soupçons. Chaque acte de gentillesse, chaque traitement médical fourni par Temperance, chaque sermon prononcé par Ézéchiel servait un double objectif. Ils aidaient réellement la communauté, tout en créant une réputation qui rendait la famille pratiquement au-dessus de tout soupçon. Qui croirait que des gens sauvant des vies pendant des épidémies pourraient être responsables de meurtres systématiques? La famille avait même élaboré des plans de contingence pour différents types d'enquêtes. Si les autorités devenaient trop suspicieuses, elles arrêtaient temporairement leurs activités meurtrières tout en augmentant leurs œuvres charitables pour renforcer leur réputation. Elles avaient identifié plusieurs routes d'évasion permettant d'abandonner rapidement la ferme si la découverte semblait imminente, comme elles l'avaient fait en quittant le Tennessee des années auparavant. Selon Mercy, la famille le prévoyait d'étendre considérablement ses opérations. Elle avait identifié plusieurs autres fermes, isolées le long de la route de la frontière, où des procès similaires pourraient être menés, créant un réseau de sites de meurtre permettant à la famille d'agir avec encore plus d'impunité. L'objectif ultime était d'établir ce qu'Ézéchiel appelait des « tribunaux de justice divine » à travers la frontière, éliminant les voyageurs indignes à une échelle qui aurait remodelé le caractère moral de toute la région. Mais ce qui poussa finalement Mercy à se confesser n'était ni un réveil moral, ni une conscience soudaine. C'était la terreur pour sa propre vie. Elle révéla qu'Ézéchiel était devenu de plus en plus paranoïaque face à une éventuelle découverte et qu'il en venait à considérer toute personne pouvant représenter une menace comme digne de jugement. Cette liste comprenait désormais plusieurs voisins ayant posé trop de questions. Isaac Brewster, le colporteur qui enquêtait sur les disparitions dans le Tennessee, et même le constable Winters lui-même. Plus effrayant encore, Mercy divulgua qu'une autre victime était actuellement retenue dans les chambres souterraines. Un géomètre itinérant nommé William Patterson, capturé 3 jours plus tôt, et dont le procès était prévu pour la nuit suivante. Mais Patterson n'était pas le seul prisonnier en possession de la famille. À l'insu du monde extérieur,
Ils retenaient également 2 autres captifs, une jeune femme nommée Rebecca Foster, disparue depuis plus d'1 semaine, et un vieil homme identifié comme Luther Grimby, un prédicateur itinérant disparu le mois précédent. La révélation que plusieurs victimes étaient dits détenues, simultanément, montrait à quel point la famille avait confiance en ses méthodes et à quel point elle avait intensifié ses activités. Ce qui avait commencé comme des meurtres opportunistes de voyageurs isolés avait évolué vers quelque chose approchant une opération industrielle, avec des prisonniers retenus, triés et exécutés selon un calendrier élaboré, traitant la vie humaine comme matière première pour les buts pervers de la famille. Winters comprit que le temps pour une enquête minutieuse et les procédures légales étaient écoulés. Si les informations de Mercy étaient exactes, des innocents allaient mourir dans les heures qui suivaient, à moins qu'une action immédiate ne soit entreprise. Mais il savait aussi qu'une confrontation directe avec la famille Arden serait extraordinairement dangereuse. Ils étaient armés, préparés à la résistance et installés dans une position fortifiée qu'ils avaient passé des années à perfectionner pour ce type de situation. Le constable Winters faisait face à la décision la plus difficile de sa carrière dans l'application de la loi. Sachant que chaque choix comportait des conséquences mortelles, il pouvait tenter d'arrêter la famille Arden seul, risquant non seulement sa vie, mais aussi la possibilité d'alerter la famille, qui pourrait s'échapper avant que les victimes actuelles ne soient secourues. Alternativement, il pouvait se rendre à Lexington pour obtenir des renforts, condamnant presque certainement Patterson, Foster et Grimby à la mort tout en donnant aux Arden le temps de détruire les preuves et de fuir vers un autre territoire où ils pourraient reprendre leur série de meurtres. Le choix devint plus facile lorsque Winters réalisa qu'il n'aurait pas à agir seul. Henrik Johansson, le fermier suédois dont les soupçons croissaient depuis des mois, se porta immédiatement volontaire lorsqu'on lui demanda de l'aide. L'expérience militaire de l'immigrant dans l'armée suédoise et sa connaissance intime du terrain local faisaient de lui un allié inestimable pour ce qui serait essentiellement une opération de combat. Isaac Brewster se porta également volontaire, motivé par la culpabilité de n'avoir pas révélé les crimes de la famille Harper dans le Tennessee des années auparavant. La connaissance par le peddler des méthodes antérieures de la famille et son expérience de la violence frontalière serait une idée cruciale pour anticiper leur réaction probable en cas d'attaque. 2 autres hommes de la ville, Benjamin Stokes, ancien chasseur de primes, et Daniel Crawford, vétéran des combats contre les Indiens, complétèrent le groupe de secours assemblé à la hâte. Le plan qu'ils élaborèrent était nécessairement simple, mais extrêmement dangereux. Le groupe devait s'approcher de la ferme des Arden après minuit, le 23 mai, en utilisant l'obscurité et l'effet de surprise pour surmonter les avantages défensifs de la famille. Leur objectif principal était de sauver les victimes emprisonnées, la capture des meurtriers étant une considération secondaire. Si les Arden ne pouvaient être capturés vivants, les secouristes étaient prêts à utiliser toute la force nécessaire pour empêcher leur fuite. Mercy fournit des renseignements cruciaux sur la disposition de la ferme et les positions défensives probables de la famille. Le complexe souterrain ne comportait que 2 entrées, l'accès principal par la cave agrandie et une sortie de secours dissimulée qui débouchait dans les bois à près d'1/4 de mile de la maison principale. La famille gardait des armes aux 2 endroits, et Ézéchiel avait entraîné ses fils à des tactiques défensives destinées à retarder les attaquants suffisamment longtemps pour que la famille puisse s'échapper par le système de caverne. L'approche de la ferme nécessitait de traverser près d'1 mile de terrain ouvert, ce qui exposerait complètement les secouristes s'ils étaient repérés. Les compétences de traque de Johansson se révélèrent inestimables pour identifier un itinéraire utilisant les lits de ruisseaux et les alignements d'arbres afin d'assurer un maximum de dissimulation. Le groupe se déplaçait avec le silence de chasseurs expérimentés, chacun comprenant que la découverte signifierait probablement la mort pour eux-mêmes et pour les prisonniers qu'ils tentaient de sauver. Ce qu'ils découvrirent en atteignant la propriété des Arden dépassa leurs pires attentes
et confirma que le témoignage de Mercy avait en réalité sous-estimé l'ampleur des crimes de sa famille. La ferme montrait des preuves évidentes de travaux de terrassement récents, bien au-delà de ce qu'une exploitation agricole normale exigerait. Des tas de terre et de pierre étaient orsés dispersés sur toute la propriété, tandis que l'odeur de chaux et de décomposition flottait dans l'air comme une présence physique. La maison principale semblait normale de l'extérieur, avec une lumière chaleureuse dans les fenêtres et de la fumée s'élevant des cheminées. Mais à mesure que les secouristes s'approchaient, ils pouvaient entendre des sons glaçants, des voix étouffées venant du sous-sol, des cris occasionnels rapidement réduits au silence et le bruit rythmique du métal frappant la pierre, suggérant des travaux de construction en cours dans les chambres souterraines. L'opération de sauvetage commença précisément à 2 heures du matin, lorsque les assaillants pensaient que la famille serait le moins vigilante et la plus vulnérable à une attaque surprise. Winters et Johansson s'approchèrent seuls de l'entrée principale du complexe souterrain, tandis que Stokes et Crawford se positionnaient pour bloquer la sortie de secours. Brewster resta avec les chevaux, prêt à fournir un tir de couverture si l'opération tournait mal. L'entrée de la cave se révéla bien plus élaborée que ce que Mercy avait décrit. Ce qui semblait à la surface être un simple local de stockage était en réalité une fortification sophistiquée, avec plusieurs positions défensives et des champs de tir dégagés. Les Harden avaient passé des années à se préparer à ce type d'assaut, créant des zones de mise à mort permettant à un petit nombre de défenseurs de repousser une force attaquante beaucoup plus importante. Mais le plus grand avantage des assaillants fut la surprise totale. La famille s'était laissée aller à la complaisance après des années d'opérations réussies, n'imaginant jamais que leur couverture soigneusement entretenue pouvait être percée par la police locale. Lorsque Winters et Johansson descendirent donc dans le complexe souterrain, ils trouvèrent Ézéchiel et ses fils complètement désarmés face à la résistance, concentrés à préparer leurs victimes actuelles pour l'exécution. Le sauvetage des prisonniers fut à la fois plus facile et plus horrifiant que prévu. Ils trouvèrent William Patterson enchaîné dans une cellule en pierre, à peine assez grande pour qu'un homme tienne debout, faible après plusieurs jours sans nourriture, adéquate, mais vivant et lucide. Rebecca Foster était dans un état pire, montrant des signes des traitements que Temperance avait utilisés pour briser sa résistance. Luther Grimby était à peine conscient, sa santé brisée par des semaines de captivité et de torture psychologique. Mais les prisonniers n'étaient pas les seuls occupants du complexe souterrain. En pénétrant plus profondément dans le système de cavernes, les assaillants découvrirent des preuves des crimes de la famille, défiant la compréhension humaine. Les chambres de calcaire contenaient une accumulation de restes humains sur près d'une décennie de meurtres systématiques. Des os, des fragments de vêtements et des effets personnels étaient dispersés dans plusieurs pièces, créant un registre archéologique d'atrocités qui prendrait des semaines à cataloguer complètement. Les preuves physiques étaient écrasantes par leur ampleur et leurs détails. En plus des restes humains, les assaillants trouvèrent les registres détaillés que Mercy avait décrits, écrits de sa main soignée et organisés avec la précision d'un livre de comptes de marchand. Les carnets contenaient les noms, descriptions et possessions finales de 67 victimes sur 8 ans, bien plus que ce que l'enquête avait découvert, et représentant l'une des séries de meurtres les plus étendues de l'histoire criminelle américaine. Mais la preuve la plus accablante fut découverte dans ce qu'Ézéchiel appelait sa salle d'audience. La chambre souterraine contenait non seulement le banc de juge improvisé et les symboles religieux que Mercy avait décrits, mais également une collection de trophées personnels pris aux victimes. Scalps, bijoux, armes et autres souvenirs étaient exposés comme des honneurs de bataille, créant un musée de meurtres révélant toute l'étendue de la fierté sadique de la famille dans ses crimes. La capture de la famille Harden s'avéra rapide mais violente, alors qu'Ézéchiel et ses fils tentaient de se frayer un chemin hors du complexe souterrain plutôt que de faire face à la justice qu'ils avaient refusée à leurs victimes.
Le patriarche ne montra aucune surprise en étant découvert, se lançant plutôt dans un sermon décousu sur le jugement divin et la justesse de sa mission. Même lorsque les coups de feu résonnaient à travers les chambres de pierre, Caleb et Josiah se battirent avec la fureur désespérée d'hommes, sachant qu'ils faisaient face à une mort certaine s'ils étaient capturés. Utilisant leur connaissance intime du système de caverne pour lancer des attaques depuis des positions cachées, la bataille fit rage à travers plusieurs chambres pendant près d'1 heure, les assaillants devant progresser avec prudence à travers des passages préparés comme zones de mise à mort. La fin survint lorsque Temperance, piégée dans la maison principale au-dessus, tenta de détruire les preuves en mettant le feu au bâtiment et à son contenu. Les flammes se propagèrent rapidement à travers la structure en bois sec, menaçant de faire s'effondrer l'entrée principale du complexe souterrain et de piéger tout le monde en dessous. Face au choix entre brûler vive ou se rendre, les Harden survivants déposèrent enfin leurs armes. Seule Mercy se rendit volontairement, sa confession ayant déjà condamné sa famille et scellé son sort. Elle fut trouvée dans sa chambre, agenouillée en prière et apparemment résignée au jugement qui l'attendait. Sa coopération avec l'enquête n'avait pas été motivée par un éveil moral, mais par la terreur que la paranoïa de son père finisse par la désigner pour l'exécution avec les autres ennemis perçus de la famille. Les conséquences de la capture de la famille Harden provoquèrent un choc à travers le Kentucky et la région frontalière plus large, obligeant les communautés à affronter la réalité terrifiante qu'une de leurs familles les plus respectées avait systématiquement assassiné des voyageurs pendant près d'1 décennie. Les preuves de récupérer dans le complexe souterrain étaient si écrasantes et troublantes que les autorités locales eurent du mal à traiter l'ampleur complète des crimes. L'enquête qui suivit le raid révéla des détails dépassant même les pires attentes des assaillants. Le système de caverne sous la ferme Harden était bien plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé, s'étendant sur près de 2 miles à travers des cavernes de calcaire naturel, que la famille avait modifiées à des fins meurtrières. Plusieurs chambres avaient été excavées et renforcées, créant un complexe souterrain pouvant héberger simultanément des dizaines de prisonniers. Les preuves de physique récupérées dans ces chambres peignaient un tableau de meurtres systématiques s'étendant non seulement sur les 8 années pendant lesquelles la famille avait vécu au Kentucky, mais potentiellement sur des décennies de crimes similaires dans d'autres territoires. En plus des 67 victimes documentées dans les registres minutieux de Mercy, les enquêteurs découvrirent des effets personnels et des restes humains suggérant que le nombre réel de meurtres était considérablement plus élevé. Ce qui était particulièrement inquiétant, c'était la découverte de vêtements et de jouets d'enfants parmi les preuves retrouvées, indiquant que des familles entières avaient été assassinées, et non seulement des voyageurs isolés. La famille Henley, disparue lors de la tempête de neige de décembre, avait été retenue dans le complexe souterrain pendant plus d'1 semaine avant d'être exécutée. Leurs enfants, âgés de 6 et 8 ans, avaient été maintenus en vie plusieurs jours après la mort de leurs parents avant d'être tués, et que leurs corps soient disposés dans les parties les plus profondes du système de caverne. Le procès de la famille Harden débuta à la fin juin 1799 et dura près d'1 mois, attirant des spectateurs venus de tout le Kentucky et des territoires environnants. Le palais de justice de Lexington était chaque jour rempli de foules comprenant des parents de victimes, des curieux et des experts juridiques qui reconnaissaient l'affaire comme sans précédent dans l'histoire criminelle américaine. Les preuves présentées étaient si accablantes et perturbantes que le juge-président, l'honorable Samuel Whitmore, ordonna que certaines parties des témoignages soient scellées au public. Le comportement d'Ezekiel Harden pendant le procès choqua même les observateurs expérimentés. Plutôt que de montrer des remords pour ses crimes ou de tenter de minimiser la responsabilité de sa famille, il utilisa son témoignage comme une occasion de livrer de longs sermons sur la justice divine et la justesse de sa mission. Il prétendait que chaque meurtre avait été sanctionné par Dieu dans le cadre d'une guerre sainte contre le péché et la corruption à la frontière. Selon sa théologie tordue,
Lui et sa famille avaient été choisis comme instruments du jugement divin, chargés d'éliminer les âmes indignes qui menaçaient l'ordre moral de la civilisation chrétienne. L'argent et les biens pris aux victimes n'étaient pas du vol, mais une compensation juste pour leur travail sacré. Le complexe souterrain élaboré n'était pas une prison, mais un tribunal où la justice de Dieu était administrée selon les principes bibliques. Sa femme et ses fils maintenaient leur innocence malgré l'évidence écrasante, affirmant avoir été contraints de participer par le fanatisme religieux d'Ézéchiel et ses menaces de violence. Temperance prétendait que ses connaissances médicales avaient été utilisées contre sa volonté pour maintenir les prisonniers en vie, tandis que Caleb et Josia témoignèrent donc que leur père les avait convaincus qu'ils menaient une guerre sainte contre les agents de Satan menaçant leur communauté. Ces déclarations furent donc contredites par de nombreuses preuves, montrant que tous les membres de la famille avaient participé volontairement et avec enthousiasme au meurtre. Les registres détaillés de Mercy comprenaient des annotations dans différentes écritures, indiquant que chaque membre de la famille avait contribué à documenter leurs crimes. Les objets personnels trouvés dans leur chambre, incluant des trophées pris aux victimes, suggéraient que les meurtres procuraient une satisfaction psychologique plutôt qu'un simple gain matériel. Seule Mercy Harden exprima un véritable remords pour son rôle dans les meurtres, bien que son témoignage révèle que sa coopération avec les autorités avait été motivée principalement par la peur plutôt que par un éveil moral. Elle fournit des détails cruciaux sur les méthodes de la famille et aida à identifier de nombreuses victimes dont les restes avaient été retrouvés dans le système de cavernes. Sa volonté de témoigner contre les membres de sa famille lui valut une certaine clémence de la part des procureurs, bien qu'elles doivent tout de même faire face à une lourde peine pour sa participation au ce crime. Les sentences prononcées par le juge Whitmore furent rapides et décisives, reflétant à la fois la gravité des crimes et la demande de justice de la communauté. Ézéchiel, Temperance, Caleb et Josiah Harden furent tous condamnés à mort par pendaison, l'exécution étant prévue pour le 15 août 1799. La date fut choisie délibérément. Elle marquait exactement 1 an depuis que la disparition de Samuel Fletcher avait révélé les crimes de la famille et lancé l'enquête ayant conduit à leur capture. Mercy Harden reçut une peine de réclusion à vie, lui épargnant l'exécution en échange de sa coopération avec les autorités et de sa jeunesse, au moment où de nombreux crimes avaient été commis. Elle passa les 43 années restantes de sa vie dans la prison d'État du Kentucky, devenant l'une des détenues ayant servi le plus longtemps dans l'histoire de l'établissement. Les exécutions attirèrent la plus grande foule de l'histoire du Kentucky jusqu'alors. Plus de 4000 personnes vinrent de toute la région pour assister à la fin de la famille de tueurs la plus notoire de la frontière, et l'événement prit une atmosphère quasi carnavalesque, avec des vendeurs proposant nourriture et boissons aux spectateurs venus de loin pour voir la justice appliquée. Ézéchiel conserva son fanatisme religieux jusqu'à la fin, utilisant ses derniers mots pour livrer un sermon décousu dans lequel il maudissait la communauté qui avait rejeté sa vision de la justice divine. Il prédit que Dieu punirait le Kentucky pour avoir exécuté ses serviteurs choisis et que la frontière serait envahie par les mêmes pécheurs que sa famille avait tenté d'éliminer. Sa femme et ses fils moururent en silence, leur décès mettant fin à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire criminelle américaine. La ferme Harden fut immédiatement incendiée après les exécutions, chaque bâtiment réduit en cendres et en décombres, lors d'une cérémonie revêtant une signification rituelle pour la communauté traumatisée. Les chambres souterraines furent scellées avec des explosifs et des tonnes de roches, créant un tombeau assurant que les victimes de la famille pourraient enfin reposer en paix. Les autorités locales déclarèrent le terrain maudit et interdirent toute construction future sur le site. Mais l'héritage des crimes de la famille Harden s'étendit bien au-delà de leur propre mort, établissant d'importants précédents en matière de justice frontalière et modifiant fondamentalement la manière dont les communautés percevaient l'équilibre
entre hospitalité et sécurité. L'affaire entraîna de nouvelles lois exigeant des vérifications de fonds pour l'achat de terres et établit des protocoles pour l'enquête sur les personnes disparues, influençant les pratiques policières pendant des décennies. Plus important encore, l'affaire Arden servit d'avertissement glaçant sur les dangers de la confiance aveugle dans l'autorité religieuse et la facilité avec laquelle le mal pouvait se cacher derrière une façade de respectabilité. Les communautés frontalières commencèrent à remettre en question leurs hypothèses sur voisins et étrangers. Reconnaissant que les apparences pouvaient masquer les intentions les plus sombres, les procédures légales établirent également d'importants précédents pour l'utilisation de preuves circonstancielles dans les affaires criminelles et la protection des témoins coopérant avec les autorités. Le témoignage de Mercy Arden démontra que la loyauté familiale pouvait être surmontée par des incitations appropriées et des protections légales, ouvrant la voie à des poursuites similaires dans d'autres affaires criminelles complexes. Les dossiers survivants de l'affaire furent scellés par ordonnance judiciaire en 1801, l'accès étant limité aux forces de l'ordre et aux chercheurs en droit. Cette décision fut prise en partie pour protéger la vie privée des familles de victimes, mais aussi pour éviter que l'affaire n'inspire des crimes imitant par d'autres individus tordus qui pourraient voir les méthodes des Arden comme un modèle pour leurs propres ambitions meurtrières. Pendant près de 2 siècles, la vérité complète sur la famille Arden resta cachée dans ces documents scellés, seuls des fragments de l'histoire survivant dans le folklore local et les traditions familiales. Les rares historiens ayant eu accès au dossier durent de signer des accords de confidentialité, leur interdisant de publier leurs découvertes ou de partager des détails avec d'autres chercheurs. Même la mémoire locale oublia progressivement les détails précis des meurtres, transformant l'histoire en récit vague de pour mauvaises gens, ayant autrefois vécu le long de Beaver Creek. L'emplacement de la ferme devint incertain au fil du temps, les lignes de propriété changeant et l'arrivée de nouveaux colons ignorant l'histoire sombre de la région. Vers le milieu des années 1800, seuls quelques résidents âgés pouvaient encore indiquer avec précision l'emplacement de l'ancienne demeure Arden. La redécouverte des dossiers en 1987 permit enfin aux historiens de reconstituer l'histoire complète de la première famille de tueurs en série du Kentucky. Mais encore aujourd'hui, de nombreuses questions restent sans réponse. Le système de caverne où la famille disposait de ses victimes n'a jamais été entièrement exploré, et les autorités estiment que d'autres restes pourraient encore se cacher dans les passages les plus profonds, trop dangereux pour les enquêteurs du XVIIIe siècle. Les techniques modernes de criminalistique pourraient révéler beaucoup plus sur les crimes de la famille, mais les cavernes scellées seraient extrêmement difficiles et coûteuses à exploiter. Les autorités locales ont montré peu d'intérêt à rouvrir ce qu'elles considèrent comme une affaire historique, préférant laisser les morts reposer en paix, plutôt que de risquer de nouvelles révélations susceptibles de traumatiser les descendants des victimes. Peut-être plus inquiétant encore, l'affaire Arden a obligé les historiens à reconsidérer d'autres disparitions inexpliquées le long des routes frontalières de la période américaine précoce. Combien d'autres familles respectables pourraient avoir caché des secrets similaires? Combien de voyageurs disparus étaient victimes non pas de violences aléatoires, de dangers naturels ou d'attaques indiennes, mais de meurtres planifiés par des personnes en qui ils avaient confiance? L'analyse statistique des disparitions frontalières révèle des motifs troublants suggérant que la famille Arden n'était peut-être pas unique. Des regroupements de disparitions près d'autres familles, prospères et charitables, ont été identifiés dans le Tennessee, la Virginie, la Caroline du Nord et la Géorgie durant la même période. Bien qu'aucun de ces cas n'ait été définitivement lié à des meurtres systématiques, les similitudes sont suffisamment frappantes pour justifier une enquête plus approfondie. Les 2 réponses à ces questions sont mortes, avec Ezekiel Arden, ce matin d'août 1799. Mais les questions elles-mêmes constituent un rappel glaçant que le mal porte souvent le visage le plus innocent.
les plus grandes horreurs de l'histoire humaine ont fréquemment été commises par ceux qui croyaient faire l'œuvre de Dieu. La période de la frontière américaine a créé d'innombrables opportunités pour que de tels individus tordus agissent en toute impunité. L'affaire Arden met également en lumière la vulnérabilité des communautés isolées qui valorisaient la réputation au détriment des preuves et la confiance au détriment de la vigilance. Le succès de la famille dépendait non seulement de leurs compétences criminelles, mais aussi de la volonté de leurs voisins de négliger des preuves gênantes pour maintenir l'harmonie sociale. Le prix de cette complaisance fut payé en vies humaines. Ce mystère nous montre que la justice frontalière de l'Amérique précoce était souvent plus complexe et troublante que les histoires traditionnelles ne l'ont reconnu. L'expansion vers l'ouest créait non seulement des opportunités pour des colons honnêtes cherchant une nouvelle vie, mais aussi des terrains de chasse parfaits pour des prédateurs sachant exploiter la confiance et le désespoir des voyageurs vulnérables. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé sur les crimes de la famille Arden? Ou pourrait-il y avoir des secrets encore plus sombres enfouis sous le sol du Kentucky? Des familles similaires auraient-elles pu opérer dans d'autres régions frontalières sans jamais être découvertes? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos théories sur cette affaire. Si vous avez apprécié ce récit et souhaitez d'autres histoires d'horreur comme celle-ci, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères. À la prochaine vidéo.